Le 6 juin 1944 au matin, la libération de l'Europe, occupée depuis 4 ans par les armées allemandes, vient de commencer. Les armées alliées débarquent en Normandie. Cette opération colossale, planifiée depuis de longs mois et organisée jusque dans les moindres détails, est le commencement de la phase finale du Troisième Reich. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. À l'aube du 6 juin 1944, la Seconde Guerre mondiale est au point mort. Malgré des revers sur le front Est, l'Allemagne occupe encore une grande partie de l'Union soviétique et l'armée russe, essoufflée, marque le pas après ses offensives de début 1944. Sur le front Sud, les armées alliées sont toujours bloquées aux alentours de Rome et l'Europe de l'Ouest reste totalement sous la domination nazie. À la conférence de Téhéran fin novembre 1943, devant l'insistance de Staline exigeant rapidement l'ouverture d'un second front, les 3 grandes puissances se sont mises d'accord pour que le débarquement ait lieu dans le courant de l'année 1944 sur les côtes françaises. Les renforts humains envoyés par les Américains arrivent sur le sol anglais à la fin de l'automne 1943. Le choix du commandant de la force d'invasion va se porter sur un Américain, le général Dwight David Eisenhower. Les commandements annexes, en revanche, seront confiés à 3 Anglais, le maréchal Montgomery pour l'armée de terre, le maréchal de l'air Leg Mallory pour les opérations aériennes et l'amiral Ramsay pour la partie navale de l'attaque. Restait cependant à définir où débarquer. L'intégralité du littoral français pouvait quasiment être susceptible d'accueillir le débarquement, mais en pratique, le choix s'avéra restreint. Le site devait être dans la limite du rayon d'action de la chasse de couverture. Le trajet naval devait pouvoir être couvert dans la nuit à partir des ports du sud de l'Angleterre. De plus, un grand port, susceptible d'être rapidement conquis, était indispensable à la logistique d'une telle opération. 2 zones pouvaient convenir, le Pas-de-Calais et la Normandie. Le Pas-de-Calais présentait cependant des difficultés majeures. Plages étroites, falaises abruptes, pas de grands ports à proximité immédiate et forte défense du fait de la faible largeur du bras de mer le séparant de l'Angleterre, rendant prévisible à cet endroit un éventuel débarquement. La baie de Seine, protégée des fortes houles par les péninsules du Cotentin, présentait elle de nombreux avantages. Cherbourg, le grand port de Normandie et Caen devaient pouvoir être capturés rapidement. Les Alliés vont décider de débarquer en Normandie, qui est la zone la moins fortifiée de la côte ouest de l'Europe et qui présente des plages de débarquement idéales. Et ces plages vont être partagées en 5. Il va y avoir la plage d'Utah, la plage la plus à l'ouest, la plage américaine d'Utah. Ensuite, il va y avoir la plage américaine d'Omaha Beach, qui est juste derrière nous. Ensuite, la plage britannique de Gold, face à Hanel, la plage canadienne de Juneau et la dernière plage la plus à l'est, la plage de Sword, pour les Britanniques une fois de plus. Les Canadiens sont enchâssés entre les 2 plages britanniques. La Normandie fut donc préférée et le 6 juin 1944, les armées alliées lancèrent la plus grande opération combinée de l'histoire. Elle sera baptisée du nom de code Overlord. Face à un possible débarquement en France, l'armée allemande déploie sur le front ouest des forces non négligeables. Environ 70 divisions, soit 1 300 000 hommes, sont déployés en France. Sur le seul front de Normandie se trouvent 4 divisions côtières de qualité médiocre, 2 divisions d'infanterie aguerrie, un régiment parachutiste d'élite et la 21e Panzer Division, seule division blindée susceptible d'intervenir immédiatement contre le débarquement. Reste enfin l'obstacle le plus difficile à contourner en Normandie, le mur de l'Atlantique. D'Andaille à Boulogne-sur-Mer, la forteresse Europe est protégée par tout un système de fortifications plus ou moins complexe suivant les endroits.
La directive numéro 40 du 23 mars 1942 demande de renforcer les côtes de l'Atlantique et émane expressément d'Hitler. Il est empêtré dans la guerre soviétique et il a besoin du maximum de troupes pour progresser dans ce conflit. Et pour ne pas avoir trop de soucis, il faut qu'il allège les troupes à l'ouest de l'Europe et qu'il le remplace par des fortifications. Donc les fortifications vont devenir le mur de l'Atlantique et c'est en décembre 1941 qu'il décide la construction de ce mur de l'Atlantique, depuis les Pyrénées jusqu'à la Finlande. La première ligne de défense est composée de diverses structures métalliques parfois piégées, immergées au large des plages et invisibles à marée haute, et qui sont destinées à détruire les navires de débarquement. La deuxième ligne de défense consiste en plusieurs obstacles, hérissons tchèques, portes d'étables et réseaux de barbelés destinés à gêner la progression des troupes sur les plages. Un fossé ou mur anti-char complète parfois ce dispositif. La troisième ligne de défense comprend une multitude de points d'appui fortifiés, allant du simple nid de mitrailleuses enterrées à la batterie côtière protégée sous casemate béton et équipée de plusieurs canons de marine de gros calibre. Dès sa nomination à la tête du groupe d'armée B, incluant le secteur de Normandie, le Feldmaréchal Rommel va s'employer à renforcer considérablement ce dispositif. Sous son commandement, 4 millions de mines vont être posées. Des centaines d'asperges de Rommel, obstacles antiplaneurs hérissés d'explosifs, vont être construits dans les campagnes. Aidé par l'organisation Todd, il va faire construire des centaines de blocos en béton, parfois de simples casemates surmontées d'une tourelle de char, parfois de gigantesques complexes. Il faut savoir que le mur, il devait à l'origine consister en 15 000 structures, érigées tout le long des côtes, qui partaient du nord de la Norvège jusqu'à la frontière de l'Espagne. Évidemment, on n'a pas eu le temps de terminer le mur, mais on avait environ 8 000 structures qui avaient été érigées dès juin 1944. Donc, ce mur offrait quand même une bonne défense le long des côtes. C'était l'un des premiers obstacles que devaient surmonter les Alliés une fois sur place. Ici, on a affaire à un système qui avait pour but de tirer au large, sur des bateaux qui se trouvaient à une distance entre 15 et 20 km. Donc là, c'est un dispositif beaucoup plus lourd. Donc ces batteries étaient disposées de sorte à ce qu'elles puissent croiser le feu entre elles. Donc il n'y avait aucune partie de la côte qui ne pouvait échapper au tir d'une batterie côtière ici. Et ici, on a une batterie particulièrement destinée à la marine allemande. On peut le repérer grâce à la forme arrondie du bunker. La marine pensait que grâce à cette forme arrondie, les obus ennemis venant de la mer en face ricocheraient sur ces formes. Autour de l'entrée du bunker, on a tout un tas d'escaliers qu'on appelle les marches à redans qui empêchent également les obus et les éclats de glisser à l'intérieur. Alors ici, on a le poste d'observation avancé, donc qui permettait au canon d'avoir normalement les coordonnées de tir. Comme c'est celui qui est le plus exposé, on attend le dernier moment pour l'ouvrir, ouvrir ses yeux face à la Manche. La Pointe du Hoc est un site où se trouvait une autre batterie côtière allemande. On a vu celle de Longue auparavant. Celle-ci est particulière puisque les Allemands ont choisi une avancée sur l'eau, une pointe, comme son nom l'indique. L'intérêt d'être installé sur un tel terrain, c'est l'ouverture sur la Manche et la vue également à l'ouest sur la presqu'île du Cotentin. La puissance de feu des divisions allemandes va aussi être renforcée avec une augmentation du nombre des mitrailleuses, des mortiers et des canons anti-chars. Tout sera mis en œuvre pour tenter de rejeter les armées alliées à la mer en cas de débarquement. Les Alliés, face à ce déploiement de force, vont devoir planifier leur opération avec le plus grand soin. Des mois de préparation vont être nécessaires pour mettre au point et prévoir tous les détails de cette gigantesque opération. Pendant 18 mois, les Américains ont comblé la Grande-Bretagne de matériel militaire et de soldats.
qui s'apprêtait donc à débarquer. On ne savait pas où, on en entendait parler. Le sud de l'Angleterre, transformé en un gigantesque camp retranché, est soumis au secret le plus strict, afin d'accueillir les 150 000 soldats américains et les 200 000 soldats anglais et alliés des premières vagues. Des dizaines de milliers de photos aériennes et des centaines de rapports de la résistance vont être étudiés pour choisir avec précision les plages de débarquement, les zones d'atterrissage des planeurs et les zones de parachutage. Près de 7000 navires de tout type vont être réquisitionnés pour amener à terre et protéger la force d'invasion. Avec plus de 1200 navires de combat, dont 32 grandes unités de haute mer, cuirassés et croiseurs, la Royal Navy va fournir presque 80% de la flotte du 6 juin 1944. Les aérodromes du sud de l'Angleterre se remplissent des 1500 avions de transport, 3500 bombardiers et 5000 chasseurs, soit près de 10 000 avions de combat qui devront assurer les bombardements, les parachutages et fournir une couverture aérienne efficace à l'invasion. Une logistique colossale va être mise en place pour ravitailler, déplacer, loger et nourrir une telle armada. Mais avant de se lancer pour l'assaut final, le commandement allié décide de simuler un premier essai de débarquement à Dieppe. Le 19 août 1942, où les Canadiens, à la demande de l'état-major interallié, va mener une opération à Dieppe de gros commandos, près de 4000 types, dont la grande majorité sont des Canadiens, débarquant le 19 août 1942. C'est une catastrophe humaine, une catastrophe militaire. À savoir que plus d'1 millier de Canadiens sont tués sur la plage sans pouvoir en sortir. Les chars n'arrivent pas à en sortir. 1250 sont blessés, 1250 sont capturés, 450 seulement arrivent à réembarquer. Cette opération est un véritable échec humain et fait 1422 morts. Mais elle permet de faire des corrections logistiques et matérielles indispensables pour le futur débarquement, sauvant ainsi de nombreuses vies humaines. Et le soir de cette catastrophe du 19 août 1942, 2 décisions sont prises, l'une par Hitler. Ils débarqueront dans un port le 6 juin, en juin ou je ne sais pas quand. Ils débarqueront dans un port. Donc je change toute la conception du mur de l'Atlantique et je fortifie tous les grands ports, Cherbourg, Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Brest, etc. Donc on allège le front du mur de l'Atlantique sur l'ensemble. Les Alliés, Churchill dit, jamais nous ne débarquerons dans un port, jamais. Et on va le construire, nous, ce port. D'où le port artificiel. Ainsi, des ports artificiels constitués de caissons flottants démontables, les Mulberry, seront conçus pour recevoir les tonnes de matériel nécessaires à la survie de la force d'invasion. La date prévue pour le débarquement a été fixée au 5 juin 1944. Mais face à une météo capricieuse, le débarquement, retardé de 24 heures, n'aura lieu que le 6 juin 1944 au matin. L'avenir du monde libre et la possibilité de gagner ou de perdre la guerre sont suspendus à la réussite du débarquement. Les premières 24 heures vont être cruciales et le moindre échec aura des conséquences catastrophiques sur le sort des hommes lancés au combat sur le sol normand. Afin de pouvoir débarquer les troupes sur les plages au matin du 6 juin, les bateaux les plus lents ont appareillé dès le soir du 4 juin. Des dizaines de milliers d'hommes étaient déjà montés à bord des navires depuis le 3 juin au soir. 2 flottes énormes, soit presque 7000 navires, se sont regroupés de nuit en pleine mer dans un endroit qui sera baptisé Piccadilly Circus. Puis tous ont fait route vers les côtes de Normandie conformément au plan Neptune, partie navale du débarquement.
Les parachutistes, fer de lance de l'offensive, vont jouer un grand rôle dans l'opération Overlord, car sans leur action à l'intérieur des territoires, le débarquement sur les plages serait voué à l'échec. Les parachutistes sont partis le 5 juin d'Angleterre pour préparer le débarquement et surtout pour couper les voies d'accès à l'arrière des plages aux forces allemandes pour qu'ils ne puissent pas renforcer l'arrière des plages et que les Américains, les Anglais et les Canadiens puissent vraiment débarquer. Aux premières heures de la nuit, les groupes de Pathfinders, les éclaireurs chargés de baliser les zones de parachutage de la 82e, 101e et 6e division aéroportée, ainsi que les landing zones pour les planeurs, vont être pour la plupart largués trop loin de leur objectif et ne pourront pas tous baliser correctement les zones prévues. Les divisions airborne, c'est les divisions aéroportées, c'est l'armée de l'air, uniquement en langue anglaise. Donc en airborne, vous avez les divisions anglaises qui vont sauter sur le secteur de Pegasus Bridge, Merville-Franceville, et vous avez les divisions airborne américaines qui vont sauter sur le secteur de Sainte-Mère-Église. Dans les divisions américaines, vous avez la 82e airborne et la 101e airborne. La 101e division aéroportée, les célèbres Screaming Eagles, inexpérimentés le 6 juin 1944, va sauter à proximité des plages d'Utah Beach. Ses missions sont de tenir les 4 chaussées partant d'Utah Beach, détruire la batterie lourde de Saint-Martin de Varville pour empêcher toute contre-attaque vers Utah Beach, détruire les ponts de la Douve et tenir une ligne de défense de façon à protéger le flanc sud. La 82e Airborne doit sauter de part et d'autre de la rivière du Merderet, prendre et tenir le pont de la Fière et la ville de Sainte-Mère-Église, mais aussi le petit bourg de Chef-du-Pont. Elle a également pour mission de faire sauter 2 ponts sur la Douve, le premier à Étienville et le deuxième à Beuzeville-la-Bastille. Il faut pour finir établir une tête de pont à l'ouest du Merderet. Deuxième phase, les C-47 ont chacun derrière eux accroché 2 Waco ou un Orsa, des planeurs où à l'intérieur il y a le matériel, soit des jeeps, des canons, soit des hommes. Et là c'est l'infanterie, le génie qui arrive sur des zones sécurisées de 7h à 11h le matin pour renforcer les troupes arrivées dans la nuit par parachutage. La 6e division British Airborne, les fameux bérets rouges, seront largués à l'extrémité est du front d'invasion. Celle-ci doit s'emparer de la batterie de Merville, puis la détruire, tenir le pont de Bénouville jusqu'à l'arrivée des renforts venus des plages, et ensuite tenir le flanc est, empêchant ainsi toute contre-attaque allemande. Vers 1h du matin, j'entendais des bruits d'avions, les bombardements, c'était sur les côtes, et en même temps que les avions de chasse allemands, mais très peu nombreux, car l'aviation allemande était essentiellement concentrée sur le front russe. Et vers 2, 3, 4 heures du matin, j'ai compris qu'il se passait quelque chose sur la côte de Nacre, face à Caen. Aux premières heures de la nuit, les 82e et 101e divisions parachutistes américaines et la 6e division parachutiste anglaise vont être larguées à l'intérieur des terres. Diverses erreurs de navigation vont avoir des conséquences tragiques. De nombreux parachutistes vont ainsi se noyer dans les zones récemment inondées. D'autres vont être largués directement sur des unités allemandes et d'autres encore vont être éparpillés à plusieurs kilomètres de leurs objectifs. Sainte-Mère-Église, première ville libérée en France dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par les parachutistes alliés, va bientôt devenir célèbre dans le monde entier. Et en plus, anecdotique, un parachutiste reste accroché au clocher de l'église et effectivement subit un tir d'artillerie très près de lui, donc a les oreilles en sang, reste accroché au clocher. Un autre, Russell, lui est accroché tout à fait au bout du clocher. Il coupe ses sangles, court voir son camarade qui est de l'autre côté. Comme il le voit en sang et évanoui, il pense qu'il est mort. En réalité, John Steele n'est pas mort. Les Allemands sont sur la place et lui-même est fait prisonnier environ 20 minutes par les Allemands. Les Allemands, voyant que l'opération est tellement immense, 14 000 parachutistes qui arrivent, que les Allemands laissent John Steele, partent, récupèrent leurs bicyclettes et repartent sur la route de Valognes pour rejoindre leur groupe et pouvoir réattaquer Sainte-Mère dans la nuit. Mais
Bien sûr, Sainte-Mère-Église, pourquoi est-ce qu'on dit premier village libéré? Parce que c'est le premier village où les Américains arrivent et les Allemands ne reviendront jamais. Après de durs combats et de lourdes pertes, tous les objectifs assignés aux unités parachutistes seront atteints au soir du 6 juin 1944. Certaines unités parachutistes devront néanmoins attendre isolées pendant plusieurs jours, supportant tout le poids des contre-attaques allemandes, avant d'être enfin relevées par les unités venant des plages très en retard sur l'horaire prévu. Des unités de 5 divisions de première vague, 2 américaines, 1 canadienne et 2 anglaises, ont été débarquées sur la côte normande au petit matin. Du sud de la péninsule du Cotentin à l'embouchure de l'Orne, 5 plages portant les noms de côtes de Utah et d'Omaha pour les Américains, Gold, Juneau et Sword pour les Anglo-Canadiens vont entrer dans l'histoire. À Utah Beach, malgré une erreur de plus de 2 km, le débarquement américain va se dérouler sans problème et quasiment sans opposition. Et malgré quelques accrochages parfois violents, le matériel et les hommes vont pouvoir commencer à débarquer sans encombre. Les têtes de pont vont se consolider pendant toute la journée. Entre Utah et Omaha Beach, la pointe du Hawk domine la mer de sa falaise verticale de plus de 30 mètres et est couronnée d'une batterie d'artillerie de 4 pièces de 155 mm qui menace les 2 plages américaines. Pour cela, les 225 Rangers américains partent à l'attaque des falaises avec des échelles de pompiers installées sur des chalands, des cordes tirées avec des fusils, des grappins, des échelles pliables. Après une escalade meurtrière, les Rangers occupent la position et devront affronter plusieurs contre-attaques dans les 2 jours qui suivirent. Sur Omaha Beach, en revanche, les choses vont se passer beaucoup moins bien. Les soldats américains qui tentent de débarquer vont affronter des conditions beaucoup plus difficiles. Alors la plage d'Omaha était la plage la plus sanglante. Ici, on ne la voit pas d'ailleurs, ce qui est assez logique parce qu'elle est en contrebas. Ce qui explique en partie le massacre qui a lieu sur Omaha Beach. Les Américains ont débarqué finalement face à un mur. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi ils ont débarqué ici. Et quand on regarde une carte de la côte normande dans la région, on s'aperçoit qu'entre la plage de Gold et la plage d'Utah, il n'y a qu'une plage de débarquement possible, c'est celle-ci, face à ce mur. Partout ailleurs, il y a soit des falaises à pic, soit des zones inondées. Donc les Américains savaient d'entrée qu'ils allaient devoir faire face à un mur très bien fortifié avec plusieurs dizaines de points de résistance. Et justement, ils avaient décidé de dérouler ce débarquement sur Omaha en 3 parties. La première partie, c'est un bombardement aérien très lourd pour détruire un maximum de positions allemandes face à la plage. Ensuite, on fait débarquer les troupes à marée basse pour que ces troupes puissent circuler à travers les obstacles. Les obstacles devaient être à découvert. Et ensuite, la marine américaine devait servir de soutien aux troupes qui venaient de débarquer. En retard sur l'horaire, la marée est plus haute que prévu et les chars amphibies coulent sans pouvoir atteindre la plage. Les soldats qui sortent des barges de débarquement se noient ou sont fauchés par les tirs allemands sans pouvoir se défendre. Tout loupe à Omaha Beach. Autant à Utah Beach, tout réussit, à Omaha Beach, tout loupe. On est en retard, donc la marée a progressé, puisqu'en Normandie, il y a des marées. Donc au lieu de débarquer sur la plage, on débarque dans 4,50 m d'eau. Donc les premières vagues se noient. Après, Omaha Beach a été renforcé par des anciens combattants allemands. Les Américains n'en ont pas été informés, donc il y a beaucoup plus d'Allemands sur Omaha Beach. Ni le pilonnage aérien ni le bombardement naval beaucoup trop long n'ont eu les effets escomptés.
En plus, on a préservé des bombardements Omaha Beach, puisque les Américains savent qu'à l'arrière, il y a des V1 sur chariot qui sont dans des camions et qui sont le dernier modèle de missile qui est très important pour la recherche pour la bombe nucléaire. Donc on n'a pas voulu les détruire pour les bombardements et on a envoyé des commandos dessus pour pouvoir les sécuriser et les emmener en Angleterre, même si le débarquement loupe. Donc ça, c'est ce qui explique le manque de bombardement sur l'arrière des plages d'Omaha. Il y a un U où les plages ne sont pas bombardées. Alors on dit que les bombardiers se sont perdus dans le brouillard, il y a plusieurs explications, mais finalement, on s'aperçoit de plus en plus que c'est certainement pour préserver ces armes stratégiques ou pré-stratégiques qui sont d'une importance vitale pour la fin de la guerre. Et malheureusement, le débarquement d'Omaha est décalé de plage et tombe vraiment face à cette zone qui n'a pas été bombardée. Donc non seulement il tombe dans l'eau, il tombe face à des Allemands qui ont été renforcés et dans une zone qui était très peu bombardée à l'arrière. Les positions allemandes sont restées quasiment intactes. Donc elles ont ouvert le feu sur les troupes américaines de la 1e et 29e division qui ont débarqué sur Omaha. Ils ont ouvert un tir terrible, hein, et ces troupes en plus étaient censées arriver sur des secteurs bien définis. Face à des Allemands plus nombreux que prévu, aguerris, bien armés et préparés à les recevoir, de très durs combats vont durer toute la journée et causer de nombreuses pertes aux Américains. Les Américains ont été, en particulier sur ce secteur Omaha, à un doigt, je dirais pas 2 doigts, mais à un doigt de l'échec, puisque dans la matinée du 6 juin, Bradley envisageait sérieusement, c'est lui qui le dit, de rembarquer. Il fallait absolument prendre ce tronçon, hein, autrement il y aurait eu un trou entre les troupes britanniques de Gold et d'Utah dans lequel les Allemands auraient pu s'engouffrer. Effectivement, on appelle Omaha la sanglante parce que là, 2000 Américains, 2500 Américains vont rester sur la plage et la plage est rouge de sang. Les Allemands le racontent maintenant dans des livres. On a les témoignages des Allemands qui, même eux, sont affolés de tirer à la mitrailleuse sans discontinuer de 6 h le matin à midi sur des hommes qui ne peuvent rien faire. On a le témoignage très précis d'un Allemand qui a été là dès le matin, dès la nuit du 5 au 6, et il est resté là jusqu'au début de l'après-midi, dans sa tranchée, derrière sa mitrailleuse. Et on sait, c'est son témoignage à lui, que dans cet intervalle de temps, il a tiré 13 000 balles. Quelques officiers vont galvaniser leurs hommes et prendre d'assaut les défenses de la plage sous le couvert des canons de la flotte qui s'est rapprochée des positions allemandes. Tout fait que Omaha devient vraiment Omaha la sanglante, mais malgré ça, les Américains vont, avec le génie, réussir à miner un mur de protection qui barre une petite vallée à Vierville et passer par cette petite vallée de Vierville pour rejoindre l'arrière, et c'est la percée de la plage d'Omaha. Sur Gold Beach, la plage la plus proche des plages américaines, dans le secteur d'Arromanches et de Port-en-Bessin, les Anglais débarquent sans rencontrer vraiment d'opposition violente. Encore une fois, seuls quelques groupes d'Allemands isolés vont résister. 15 000 Canadiens ont débarqué le 6 juin 1944 sur Juno Beach, avec 9 000 Britanniques. Sur ces hommes, 359 sont morts le matin du jour J. Et pendant toutes les campagnes de la bataille de Normandie, 5 500 Canadiens sont tombés, qui sont enterrés sur les cimetières de Béni et de Sainteau. La division canadienne sur Juno Beach va débarquer quant à elle sur une plage dont les défenses ont été pratiquement mises hors de combat par le bombardement naval. Un Canadien sur 10 qui a participé aux campagnes d'Europe est mort pour la cause. Et par rapport à la population du pays, eh bien, cet effort de guerre est considérable. Seuls quelques points d'appui allemands, comme à Courseulles et Bernières, vont résister, faisant quelques victimes côté allié. Sur Sword Beach, l'effet de surprise est total, et malgré quelques accrochages, comme à Ouistreham, les troupes anglaises vont débarquer sans problème.
c'est le pilonnage de l'artillerie allemande effectué de l'intérieur des terres en direction des plages complètement embouteillées qui va causer les plus grosses pertes humaines. En fin de soirée, les défenses allemandes sont enfin neutralisées. Au soir du 6 juin 1944, malgré certains épisodes tragiques, comme sur Omaha Beach, le débarquement a réussi. 5 têtes de pont solides se sont implantées le long de la côte normande. Presque 8 divisions, soit plus de 132 000 hommes et 20 000 véhicules ont déjà débarqué et leur nombre augmente sans cesse. Les Allemands n'ont pas réussi à rejeter les armées alliées à la mer dès le premier jour comme le souhaitait Rommel. Les pertes ont été très sévères. Plus de 8000 soldats alliés ont perdu la vie le 6 juin 1944, dont plus de 2000 juste sur Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Dans les jours qui vont suivre, les têtes de pont des 5 plages vont faire leur jonction pour ne plus faire qu'un seul périmètre le 12 juin 1944 et les troupes américaines vont pouvoir s'enfoncer vers l'intérieur des terres. La bataille de Normandie va commencer. Les combats vont faire rage pendant presque 2 mois dans le bocage normand, composé de nombreuses et hautes haies, entrecoupées de multiples cours d'eau et de chemins creux. Ce paysage, très favorable à l'embuscade, va permettre aux Allemands de contrebalancer l'avantage numérique des Alliés en hommes et en matériel. Les Américains vont devoir attaquer par exemple Saint-Lô et vont mettre quasiment 1 mois à arriver à Saint-Lô avec des pertes colossales en ne voyant quasiment jamais leur ennemi. De plus, l'organisation et le ravitaillement de la force d'invasion vont poser de nombreux problèmes logistiques malgré la construction des Mulberries devant Gold et Omaha. Les Allemands vont mettre un petit peu de temps à réagir et vont d'abord envoyer leur division SS, la 12e Panzer SS Hitlerjugend et la Panzerlehr. Ils vont mettre un petit peu de temps à envoyer des troupes, mais quand ils le feront, ils prendront des unités d'absolument partout. De Bretagne, du sud de la France, de Hongrie, voire même ils vont rappeler des troupes du front soviétique qui pourtant est capital pour eux. Mais ils ont besoin à tout prix de fixer l'avance alliée en Normandie pour éviter un désastre. L'aviation tactique va multiplier les actions pour ralentir l'arrivée des renforts. Le bombardement des ponts, des voies ferrées, des colonnes de véhicules sur les routes et des centres logistiques va considérablement gêner l'acheminement des renforts. La résistance française va elle aussi participer activement à la libération en multipliant les sabotages. On fait des missions au travers des lignes, on fait passer des agents, on continue l'information, on revient sur Caen. On fait du sabotage sur les environs de Caen, on fait le sabotage d'une passerelle que les Allemands avaient construite, on dévalise un dépôt d'armes allemand qui était à la gare Saint-Martin, on fait des missions de renseignement, d'information. C'est en représailles des actions retardatrices de la résistance que le 10 juin 1944, des SS de la 2e division blindée, la Das Reich, cherchant à remonter de Toulouse vers le front normand, va massacrer la population civile d'Oradour-sur-Glane. Le 14 juin 1944, le général de Gaulle revient sur le sol de France. Un contre-torpilleur, la Combattante, l'a amené près des côtes françaises avant qu'un engin de débarquement ne le dépose sur la plage de Courseulles. Il est accompagné d'une douzaine de ses plus proches collaborateurs, dont les généraux Bétoir et Koenig et l'amiral d'Argentlieu. Cette visite est d'une importance capitale. Elle lui permet d'imposer sur place l'autorité de son gouvernement provisoire, alors que les Anglo-Américains lui refusaient de conduire le destin de la France. Il fait une entrée triomphale à Bayeux vers 15h30. Après une courte allocution conclue par un hymne national plus que chaleureux, il rejoint Isigny, presque entièrement détruite. Il reprend son bateau certain de sa popularité. Le 27 juin 1944, après un bombardement massif qui va détruire une grande partie de la ville, Cherbourg est prise. Le grand port, détruit par le génie allemand, va cependant être rapidement remis en état. Les Anglais et les Canadiens, ayant du mal à prendre Caen après un mois de durs combats, décident de faire intervenir l'aviation pour bombarder la ville.
nous avons bombardé au travers des nuages. Et pour être certain qu'on ne bombardait pas nos troupes, on a largué nos bombes dans les terres. Nos cibles étaient les ponts, les nœuds ferroviaires et les dépôts de munitions. Caen ne sera enfin pris que le 19 juillet 1944, plus de 40 jours en retard sur le plan prévu. Après le raid aérien, la ville est rasée à 90%. Les civils n'ont plus de logement. Tout Caen était rasé. Tout Caen était rasé. Les immeubles étaient rasés, tout était rasé. Et moi, je passais là avec des jeunes filles et des jeunes gens comme moi, quoi. On était volontaires pour déblayer Caen. Et on a trouvé une dame qui était là depuis 14 jours. Elle avait eu la chance, c'était de tomber et d'avoir un panneau qui l'a protégée de la tête. Et elle avait, comme ils allaient souvent dans les caves quand il y avait des alertes, elle avait toujours sur elle des sucres. Elle a vécu avec des morceaux de sucre. Bon, on a survécu, mais la libération a été évidemment un grand moment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après le débarquement, quand on me demandait si je reprochais aux Alliés d'avoir bombardé Caen, facile de dire après coup, c'était pas nécessaire et tout, mais savoir qu'on va vivre libre, c'est... Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que ça peut représenter. Le 31 juillet 1944, les unités blindées de la 3e armée du général Patton crèvent le front allemand à la pointe sud de la péninsule du Cotentin, près d'Avranches, et commencent à se ruer vers l'intérieur du pays. Et grâce aux chars, on va faire la percée d'Avranches. Et d'ailleurs, les Allemands ne s'y trompent pas. Ils ne font ni de contre-offensive sur Caen, ni de contre-offensive sur Lisieux, sur Bayeux, sur toute la partie du Calvados, puisque les troupes sont entièrement bloquées dans le Calvados. Ils font la contre-offensive sur Avranches, puisqu'ils ont bien compris que si Patton passe avec les blindés, c'est terminé. Le 7 août 1944, la contre-offensive allemande sur Mortain, l'opération Lüttich, va tenter de rétablir un front cohérent et d'arrêter la progression alliée. 7 divisions, dont 4 divisions de blindés, vont être stoppées net pour la première fois dans l'histoire par la seule intervention aérienne des avions alliés. Au soir du 7 août, les Allemands battent en retraite. Et la jonction va se faire avec les troupes américaines, les troupes canadiennes et les troupes polonaises à Falaise. Et là, les Allemands sont encerclés. Donc ils sont encerclés. Au mois d'août, la bataille de Normandie est terminée. Les Allemands ont perdu. Leur entêtement leur a valu énormément de morts. 200 000 Allemands sont morts dans la bataille de Normandie. 53 000 Alliés sont morts. 54 000 civils. C'est le début, pour les forces françaises libres stationnées en Normandie, d'une fantastique chevauchée à travers toute la France en direction de ses frontières de l'Est, et plus particulièrement pour les groupements blindés de la 2e DB, commandés sur le terrain par le général Leclerc. Dans un gigantesque mouvement tournant, la 2e DB va atteindre puis libérer Paris le 25 août 1944. La 2e DB n'arrêtera sa progression que vers la fin novembre 1944 par la libération de Strasbourg. À cette date, la quasi-totalité de la France a enfin été libérée. Depuis le 6 juin 1944, des hommes ont marqué l'histoire du monde et ont été les grands acteurs de cette épopée. Le commandant suprême des forces alliées à l'Ouest le 6 juin 1944 est un général américain. Il s'appelle Dwight David Eisenhower. Eisenhower a été nommé grâce à des appuis politiques venant de Roosevelt. Churchill était très défavorable à sa nomination, mais Roosevelt, procurant la plupart de la logistique, a imposé Eisenhower. Eisenhower n'est pas un brillant militaire au point de vue militaire pur. Par contre, c'est un remarquable organisateur, un très très bon logisticien, et surtout c'est quelqu'un qui va être d'une diplomatie
à toute épreuve et qui va réussir à gommer les antagonismes entre les troupes anglaises et les troupes américaines. Et ça n'était pas loin du monde parce qu'il va falloir qu'il gère des personnalités très fortes comme un maréchal Montgomery qui est quelqu'un qui a une énorme personnalité, comme des subordonnés qui seront parfois très difficiles à gérer, on va penser à Patton en particulier. Et c'est vraiment là qu'on peut se dire que le choix d'Eisenhower était vraiment le plus pertinent pour commander l'invasion de la France. La planification du débarquement et de la guerre en Europe repose presque intégralement sur ses épaules. Des mois de travail acharné vont lui être nécessaires pour coordonner les différentes forces composant la colossale flotte d'invasion. Après la fin de la guerre, il prendra en 1950 le commandement suprême des forces de l'OTAN en Europe. En 1952, il deviendra le 44e président des États-Unis et sera réélu en 1956. George Smith Patton, général américain, est le type même de l'officier de cavalerie, forte personnalité, fonceur et téméraire. Directeur de la Tank School aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, il prend le commandement de la 7e armée américaine début 1942 en Afrique, puis en Sicile. C'est même sans doute le plus brillant des généraux dont va disposer Eisenhower. Par contre, c'est un général qui est complètement incontrôlable. Quand la guerre éclate, on le nomme à la tête de la 8e armée, qui va débarquer en Tunisie, puis en Sicile, où il va être le grand rival de Montgomery. Fin juin 1944, il prend le commandement de la 3e armée américaine en Normandie et réussit enfin à percer le front allemand près d'Avranches. Et il va déferler comme une vague à Avranches et va envahir la Bretagne et commencer un énorme coup de faucille par le sud qui va aboutir à la destruction totale de la 7e armée dans la poche de Falaise. La chevauchée incroyable de ces unités blindées à travers toute la France, bousculant tout sur son passage, ne s'arrêtera qu'aux limites de l'Allemagne, faute de ravitaillement en carburant. C'est encore lui qui sauve la situation dans les Ardennes. En avril 1945, ces unités, toujours en pointe de l'armée américaine, feront les premières la jonction avec les forces russes sur l'Elbe. J'ai un souvenir assez précis puisque mon père, qui était donc le colonel Nelson Montfort Senior, je porte son nom, sauf que je ne suis pas colonel, a débarqué effectivement au sud de la Sicile en parachutiste derrière les lignes ennemies allemandes, aux côtés donc dans les troupes du général Patton. Les qualités et les défauts de Patton, ses défauts sont effectivement assez connus, puisque c'est un homme assez rude, parfois assez rude avec ses troupes, mais qui en même temps avait un respect extraordinaire, enfin ses troupes lui portaient un respect extraordinaire. C'était quelqu'un qui était très économe du sang de ses hommes. Et ça, c'est la principale qualité que l'on peut demander à un chef de guerre. Et puis alors, c'était donc effectivement quelqu'un de très croyant, il priait avant les batailles, et en plus, il imprimait les textes de ses prières qu'il faisait donc répandre à ses troupes. C'était ça aussi, le général Patton. Attendant sa mutation pour le Pacifique, il trouvera la mort en Allemagne dans un banal accident de voiture en 1945. Bernard Montgomery, général britannique, est un excellent planificateur. C'est un militaire prudent, accumulant les moyens et ne prenant pas de risques. C'est un général qui est très doué avec la presse et extrêmement populaire auprès de ses hommes. Malheureusement, ses talents militaires ne sont pas du tout à la hauteur de cette réputation qu'il peut avoir. Il va devenir célèbre en devenant le principal adversaire de l'Afrika Korps de Rommel en Afrique du Nord. Commandant en chef de la 8e armée surnommée les Rats du désert, il saura attendre le bon moment pour porter un coup décisif pendant la bataille d'El Alamein. Il sera nommé pour cela vicomte d'El Alamein et recevra le bâton de maréchal. En juin 1944, il commande le 21e groupe d'armée chargé de débarquer en France. C'est un général qui est très prudent, qui ne s'engage que quand il a une supériorité numérique et logistique écrasante. Autrement, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il est de grand talent. C'est lui qui va en particulier mettre en place la désastreuse opération Market Garden qui va se finir par la destruction quasiment totale de la première division parachutiste anglaise à Arnhem. Il finira la guerre à la tête des armées anglaises en Europe et sera nommé adjoint au commandant suprême des forces de l'OTAN de 1951 à 1958. Commandant la fameuse 2e division blindée, il va s'illustrer dans les combats en Normandie et sera le premier à entrer dans Paris libéré le 25 août 1944. Leclerc entre enfin dans Strasbourg. Le serment de Kufra a été tenu. Il conduira ensuite ses unités jusqu'au cœur de l'Allemagne. Et la 2e DB prendra d'assaut le Nid d'Aigle à Berchtesgaden fin avril 1945. Peu après la guerre,
Il partira commander les troupes françaises en Indochine en mars 1946. Après la défaite japonaise, malade, il rentre en France. Nommé inspecteur général des troupes d'Afrique du Nord, il meurt en 1952 dans un accident d'avion à Colombe-Béchar. Il sera fait maréchal de France à titre posthume. Erwin Rommel, le renard du désert, célèbre pour ses exploits avec l'Afrika Korps, va être chargé par Adolf Hitler par la célèbre directive 51 de renforcer le mur de l'Atlantique. Rommel, officier de carrière et brillant tacticien, jouit à ce moment de la totale confiance d'Adolf Hitler. Quand Rommel arrive à la tête du groupe d'armée B, Hitler lui a donné une mission, renforcer à tout prix les défenses de la France du mur de l'Atlantique. Il va aller faire une tournée d'inspection et va être catastrophé par ce qu'il va voir. En particulier, en Normandie, il n'y a quasiment rien. Il va donc mettre toute son énergie et toute son expérience acquise pendant la guerre de la campagne d'Afrique pour mettre en place des dispositifs de défense, des mines, les asperges de Rommel, la totalité de la défense, de façon à ce que les Alliés soient vraiment bloqués sur les plages. Malheureusement, il va faire une petite erreur et va penser que les Alliés vont débarquer dans le Pas-de-Calais et va surtout renforcer la défense au niveau du Pas-de-Calais. Le 6 juin 1944, il commande le groupe d'armée B à l'ouest, composé des 15e et 7e armées allemandes, cette dernière étant chargée de défendre la Normandie. Soupçonné de participation dans l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, il se suicidera sur ordre le 14 octobre 1944. Rommel avait raison quand il disait « Il sera impossible de rejeter à la mer les armées alliées une fois débarquées ». Le débarquement marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur le front ouest, comme en Russie, ce ne sera plus qu'une longue retraite des Allemands vers le cœur de l'Allemagne. Le 21 juin 1944, les Soviétiques lancent l'opération Bagration et attaquent en force sur la totalité du front nord. Des milliers de chars russes vont se ruer vers le cœur de l'Allemagne. Leur farouche détermination les amènera jusqu'aux portes de Berlin. Le 15 août 1944, l'opération Enfield Dragoon, le second débarquement allié, débute sur les côtes de Provence. Pendant ce temps, Paris est enfin libéré après plus de 4 années d'occupation. Le 16 décembre 1944, profitant d'une météo favorable, Hitler lance l'opération Garde au Rhin dans les Ardennes, avec pour objectif de franchir la Meuse, de reprendre le port d'Anvers et de couper en deux les armées alliées. Les dernières grandes unités blindées de l'armée allemande attaquent sur un large front et détruisent les quelques unités américaines envoyées au repos dans les Ardennes. Là, les Allemands se sont très très mal comportés. Et là, le général Patton et mon père ont été les témoins il faut bien employer là ce mot, de charnier, puisque en décembre 1944, quand il y a eu la fameuse contre-offensive allemande dont le but était d'aller vers Anvers pour couper l'approvisionnement des ressources de pétrole qui faisaient avancer les chars américains, offensive qui du reste a bien failli réussir à un moment donné, les Allemands étaient tellement aux abois et tellement pressés qu'ils ne faisaient plus de prisonniers. Effectivement, là, l'armée allemande s'est ressaisie, a reconstitué des groupes et peut de nouveau, à Bastogne, attaquer les Américains. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'à Bastogne, on retrouve les parachutistes, la 101e Airborne, qui a participé à Sainte-Mère. Bastogne est assiégée. Fin décembre, les Allemands commencent à reculer. Bastogne est dégagée. Hitler a perdu son pari. Il ne sera plus capable de reprendre l'initiative à l'ouest. Le 7 mars 1945, les Américains capturent intact le pont de Remagen et entrent en Allemagne. Pris en tenaille entre les Alliés et les Russes, les Allemands vont résister encore jusqu'à fin avril. À l'est comme à l'ouest, pendant leur progression vers le cœur de l'Allemagne, les armées alliées victorieuses vont au cours des premiers mois de 1945 découvrir les camps de concentration nazis et les libérer. Malgré leur habitude des combats et de la mort, c'est pour eux une effroyable découverte. Les combats vont se poursuivre et bientôt Berlin est assiégée. La dernière bataille commence. Le 30 avril 1945, dans Berlin encerclé et en ruine, Adolf Hitler se suicide dans son bunker sous la chancellerie. Partout, les soldats allemands cessent le combat.
En créant une percée sur la côte ouest de l'Europe le 6 juin 1944, le débarquement des forces alliées aura mis presque un an pour arriver à ce que le 8 mai 1945, le maréchal Keitel signe l'acte définitif de capitulation des armées allemandes. Il met ainsi un terme définitif au Troisième Reich et à la guerre en Europe. Le 6 juin 1944, les armées alliées débarquent en Normandie. 15 jours plus tard exactement, le 21 juin 1944, les Russes lancent à l'Est l'opération Bagration, qui ne s'arrêtera qu'à Berlin. La libération de l'Europe a commencé. Cette opération prend le nom de code d'Overlord. La bataille de Normandie qui s'ensuit durera 2 mois, du 12 juin au 31 juillet 1944. Les soldats allemands, passé l'effet de surprise, s'organisent et lancent des contre-offensives. Le 31 juillet 1944, la percée d'Avranches entraîne la déroute des armées allemandes. Le 25 août 1944, la 2e DB du général Leclerc libère enfin Paris après plus de 4 ans d'occupation. Complètement désemparée, l'armée allemande tente une dernière offensive dans les Ardennes, le 16 décembre 1944. Mais elle se soldera finalement par un échec. La prise du pont de Remagen, le 7 mars 1945, va permettre aux Alliés d'entrer en Allemagne. Le 20 avril 1945, c'est le début de la dernière bataille pour la prise de Berlin. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. L'acte de capitulation entraînant la reddition totale des armées allemandes est signé le 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale en Europe est terminée. Une première conférence réunissant Churchill, Staline et Roosevelt, qui s'étaient réunis à Téhéran en décembre 1943 afin d'élaborer une stratégie commune, s'achève sans grand résultat. Une deuxième conférence avec les mêmes participants se tient à Yalta en février 1945. Seul le partage futur de l'Allemagne vaincue est évoqué. Aucun réel accord global n'est trouvé. Une troisième conférence réunissant Attlee, Staline et Truman aura lieu à Potsdam en juillet 1945. Elle consacre la division des grandes puissances et aboutit aux prémices de la guerre froide. Le bilan est effroyable. 45 millions de morts, dont 25 millions de soviétiques et environ 6 millions de juifs. Pour la première fois, les victimes civiles sont plus nombreuses que les pertes militaires. Le problème de l'immigration juive en Palestine devient de plus en plus difficile à gérer. Il devient urgent de créer un État où les juifs survivants de la Shoah pourront s'installer. Les grandes puissances européennes, comme la France et la Grande-Bretagne, sortent du conflit affaiblies et endettées. Dès la fin de la guerre, les relations se dégradent entre les alliés. L'affaiblissement des puissances coloniales européennes entraîne un renouveau des nationalismes indochinois, indiens, indonésiens et africains. Les prémices de la décolonisation font jour. Le plan Marshall d'aide à la reconstruction en Europe est mis en place pour contrer le communisme. Un nouvel ordre mondial émerge progressivement autour des deux grandes puissances sans rivales. C'est le début de la guerre froide. Il faudra désormais compter avec la bombe atomique. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything.